Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau tuto plus précisément où on va parler d'une fonctionnalité qui est disponible grâce au logiciel Magic Lantern pour les boîtiers Canon qui va nous permettre en fait donc de filmer en RAW, ça vous le savez sûrement déjà si vous avez déjà entendu parler de Magic Lantern, mais surtout en fait on va pouvoir détourner son utilisation en photo. Alors comment? Je m'explique. Normalement, donc quand on tourne en vidéo donc avec sans Magic Lantern, eh bien Canon nous offre des vidéos très compressées et pas très exploitables en photo. Alors c'est exploitable en vidéo parce que ça bouge, etc. Donc c'est tolérable la mauvaise qualité. Mais si on fait un arrêt sur image, si on fait une prise d'écran, la qualité ne va pas être au rendez-vous et on ne pourra pas exploiter l'image qu'on aura figée. Alors que en vidéo RAW, vu que c'est finalement qu'une suite de DNG qu'on obtient, je vais vous le montrer dès maintenant. Hop, donc voici par exemple un rush qui a été décompilé, donc un rush en .mlv, donc en RAW Magic Lantern qui a été décompilé. Donc on va obtenir en fait une suite de DNG qui vont composer la vidéo. Par exemple là je sais plus, c'est une vidéo de combien de temps, mais c'est une vidéo assez courte puisqu'il n'y a que 248 images, sachant que je tourne à 24 images par seconde pour avoir donc un rendu vidéo. Et donc chaque petit DNG en fait va être tout simplement une image qui compose le film, qui va être donc un RAW qui a les mêmes propriétés qu'un CR2 de Canon, sauf que celui-ci, il va faire 1920 par 1080 de résolution. Mais voilà, si c'est pour un affichage web par exemple, c'est largement suffisant. Alors quel est l'avantage du coup de filmer plutôt que de prendre en photo? Parce que je fais ça maintenant très souvent dans mes shoots, c'est-à-dire au lieu de prendre des photos, je filme en RAW directement, tout simplement pour avoir la pose parfaite. C'est ce que j'appelle la pose parfaite. En fait c'est le moment vraiment où le modèle va prendre la position clé. J'ai pour cela le choix de piocher entre 24 éléments clés par seconde, donc ce qui m'offre beaucoup plus de liberté que finalement si je faisais que même des photos en rafale, hein. Si je faisais par exemple quelques photos par seconde, j'aurais moins de choix du coup. Alors tout ça peut vous paraître un petit peu abstrait sûrement si vous n'avez pas l'habitude de cette technique, mais du coup je vais vous montrer tout simplement un exemple. Donc là en fait voilà, j'obtiens une suite de DNG que je vais passer éventuellement dans Photoshop pour après me les re-exporter en JPEG. Donc voilà, en fait il y a beaucoup d'étapes entre la décompilation, l'exportation, le pré-étalonnage, etc. Et si vous voulez comprendre un peu plus tout ça, parce que j'aurais pas le temps du tout de l'expliquer dans ce tuto, j'ai fait un énorme tuto sur Magic Lantern sur tuto.com justement, où j'explique vraiment toutes les étapes parce que c'est assez complexe. Donc là on va juste se concentrer sur ça. Donc voilà, j'ai une suite de JPEG, donc je vais tous les importer par exemple dans Premiere, juste pour voir un petit peu, pour décomposer le mouvement. Hop. Donc là, je les sélectionne, hop, et je les mets dans ma séquence, voilà. Donc comme ça, j'obtiens une vidéo qui est en fait tout simplement une suite d'images. Donc si je fais play d'ailleurs, voilà, ça se lit presque en temps réel. Après, ça dépend vraiment de la qualité de vos images, de la qualité de votre carte graphique, de vos composants, etc. Et si c'est plus ou moins long, parce que là, voilà, j'ai que 246 photos. S'il y en avait 1200 ou 2000, ce qui arrive d'ailleurs souvent avec Magic Lantern, puisque là, on filme 1 minute ou 2 minutes, et là, ça va un peu plus ralentir. Alors là, la modèle, c'est Lucille, une incroyable rousse. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Insta, son Facebook, etc. Donc là, on en était ici. Donc voilà. Alors là, en fait, j'ai aussi tourné une vidéo en même temps que j'ai utilisé cette technique pour prendre la photo de la pose parfaite. Du coup, bon, c'est un peu biaisé, mais c'est vrai qu'au départ, donc j'ai fait une bascule de points entre l'avant-plan ici et elle, tout simplement, pour la rendre nette. Mais donc là, en fait, on va pouvoir décomposer son mouvement. Et d'ailleurs, ça nous apprend beaucoup de choses dans le posing. Quand on veut s'améliorer en posing, généralement, on trouve pas tellement de ressources sur Internet. C'est compliqué à part les guides de pose en mode, 20 poses qui vont rendre ultra bien. Enfin, super, ça dépend des gens et tout. Enfin, bref. Mais c'est vrai que ça va nous apprendre beaucoup de choses sur le posing parce qu'on sait jamais comment placer le corps pour que ça rentre bien, dans quel angle, dans quel axe, etc., etc. Et là, en fait, on va pouvoir revoir en temps réel exactement ce qui nous intéresse, la pose qui nous intéresse le plus. Alors, par exemple, ici, je vais essayer d'agrandir, l'écran. Donc, on voit que là, on commence dans le flou. Là, au départ, la main derrière, c'était pas forcément très esthétique. De toute façon, elle était encore un peu mou au niveau de la mise au point. Là, ça commence à être bien, mais on voit par exemple que la main ici est coupée, tout simplement, et ça rend pas du tout.
hop, donc là je me suis penché parce que je l'ai vu dans mon viseur. Et du coup là j'ai laissé un petit peu d'air et il en manquerait encore un petit peu pour avoir un beau cadre. Mais là ça commence à être intéressant parce qu'il y a un petit peu de rivière ici, il y a un petit avant-plan qui vient remplir le cadre, etc. Et un regard intéressant. Donc s'il y a une image qui m'intéresse, j'ai plus qu'à zoomer ici dans la timeline, à double-cliquer. Et je vois ici donc la source et donc l'image. Par exemple, là, c'est la 137, donc sur les 246. Du coup, il me suffit de revenir dans mon dossier, donc où il y a toutes mes images, mais bien sûr, je ne vais pas prendre les JPEG, puisque les JPEG, c'est fait juste pour être lu ou pour être exporté en vidéo. Donc, je reviens dans mon dossier et je vais venir chercher donc la 136. Donc voilà, non, la 137, pardon. Et celle-là, en fait, cette image, donc, j'aurai plus qu'à après l'importer dans Lightroom. Et en plus, elle sera déjà étalonnée avec le pré-étalonnage que j'ai fait dans Photoshop avant. Mais encore une fois, je ne peux pas tout vous expliquer dans ce tuto parce que c'est assez long et compliqué. Alors si on continue un petit peu, on voit que là, elle va changer la direction du regard. Et pareil, ça c'est un tout petit élément auquel on ne pense pas souvent quand on fait du posing et qui est pourtant très important, qui va dire beaucoup de choses. Donc là, voilà, pourquoi pas mal. Là, en fait, donc je vais mettre en grand écran avec contrôle pourcentage sur première. Si je viens image par image vraiment voir, là, ok. Et là, elle remonte un peu les yeux vers le haut. Donc voilà, c'est très minutieux. C'est pour ça que je parle en fait de pose parfaite. Ok, là, ça me semble pas mal. Elle ouvre bien les yeux. Hop, cette image encore, je vais la sélectionner. La 145. Donc je reviens dans mon dossier. Alors si vous avez la flemme à chaque fois de chercher, eh bien en tout cas, moi je suis sur Windows, donc l'explorateur Windows. Hop, donc vous cliquez sur renommer, CTRL-C, vous venez ici dans le petit onglet rechercher. Et là, donc, on a dit, on cherche la 145, c'est ça? Donc, hop, on vient au bout et on tape tout simplement 145. On tombe directement sur le DNG et on peut le copier, par exemple, dans un dossier qu'on appellera sélection et qu'on apportera intégralement dans Lightroom après. Alors, un autre sujet aussi délicat dans la photo de modèle, c'est par exemple les éclats de rire. Souvent, quand on va prendre en photo un éclat de rire, on a une chance sur beaucoup de se tromper en fait, tout simplement parce qu'on peut prendre le début de l'éclat de rire ou la fin qui n'est pas forcément esthétique. Et d'ailleurs là je vais vous le prouver, donc là on démarre, elle a une expression plutôt deg de la vie même, et hop, donc là elle va commencer à rigoler un petit peu, enfin c'est pas un vrai éclat mais voilà, elle commence à rigoler, et c'est vrai que par exemple ça, c'est pas très beau esthétiquement parlant, on est d'accord. Là, donc, on a le sourire qui est beau. Et après, on a, quand elle revient, une sorte d'expression bizarre, ce qu'on se relâche et tout. Donc, c'est vrai que si on prend la photo au mauvais moment, finalement, eh bien, on va être pénalisé de ce côté-là. Alors que, justement, donc, avec cette technique de la pose parfaite, eh bien, on arrive à trouver exactement le moment qui nous plaît. Voilà, exactement la tension des muscles dans les paupières que l'on désire, la posture du corps que l'on veut. Et voilà, là, on n'a plus, en fait, qu'à reprendre la photo. Et hop, en fait, c'est comme si on faisait une deuxième photo, mais tranquillement depuis chez soi, en fait. En fait, le principe du posing, ce qu'il faut bien comprendre pour apprendre à le maîtriser, c'est que quand on fait des mouvements, eh bien, il y a donc des positions qui vont bien rendre, esthétiquement parlant, et il y a des positions qu'on appelle les positions intermédiaires. Donc, quand je lève le bras, eh bien, quand mon bras est à mi-hauteur entre mon point d'arrivée et mon point de départ, eh bien, ce n'est pas forcément esthétique. Et donc, il faut, quand on est photographe, apprendre à distinguer ces positions clés, on peut le dire, ces moments clés, ces moments intéressant esthétiquement parlant. Et l'avantage donc de cette technique, c'est que d'abord, vu qu'on capte l'intégralité des mouvements, c'est-à-dire du point A au point B, on a toute la trajectoire du mouvement, eh bien on va pouvoir sélectionner par tranche de 24 images par seconde la position qui nous plaît, et surtout ça nous apprend à aiguiser notre œil pour après, quand on veut des résolutions supérieures, tout simplement shooter en photo. Alors par contre, c'est vrai que dès qu'on va passer à la vidéo, et si vous n'avez pas d'objectif à moteur de mise au point STM, donc qui sont des moteurs de mise au point développés par Canon spécialement pour la vidéo, eh bien on va pas pouvoir utiliser l'autofocus, parce que si j'appuie sur mon autofocus alors que je tourne en vidéo, eh bien il va me changer l'exposition et ça va être dégueulasse. Donc il faut être vif au point, mais voilà, donc c'est vrai que le problème c'est qu'il va y avoir plusieurs plans comme ça, un petit peu flous, mais dès qu'on va être assez net et qu'on a un bon objectif, par bon objectif j'entends un objectif qui a un bon piqué, donc c'est pas forcément un truc cher, hein, comme j'avais dit dans une vidéo sur Insta, que le 50 mm voilà, de chez Canon 1.8 il est très bien, hein, pour un prix dérisoire à 100 €. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je poste énormément de contenu, parfois extrêmement rigolo. et donc là, on voit qu'il y a un piqué, il y a un piqué de ouf, quoi. Enfin, moi, je vois ça, je me dis pas, ça vient d'une vidéo. Mais ça, encore une fois, c'est grâce au RAW. Hein.
pareil, là on va s'approcher un petit peu. Voilà, enfin la qualité est digne d'une photo, quoi. Elle est vachement sharp et tout, quoi. Combien de fois vous avez eu un arrière-plan gâché par un personnage qui ne devait pas s'y trouver, par un élément perturbateur? Et bien grâce à cette technique, on peut encore une fois résoudre le problème. Mais ça vaut si le modèle ne bouge pas. Alors par exemple ici, voilà, donc là le modèle va prendre une pause, Lucille va prendre une pause intéressante ici. Le problème, c'est que j'ai un personnage qui va rentrer bord cadre ici, c'est pas esthétique du tout, et là j'ai un autre personnage qui va rentrer. Donc si j'avais pris la photo, si j'avais pris donc une photo classique, je l'aurais sûrement prise là avec beaucoup de chance pour vraiment ne pas avoir les personnages dans le cadre, et j'aurais eu quand même ici quelqu'un. Donc comment faire ici pour résoudre le problème avec cette technique? Eh bien je vais tout simplement me placer quand ce personnage disparaît derrière l'arbre et que j'ai le début en amorce de l'autre. Donc là je viens prendre une photo, donc je vois que c'est la 317, donc je viens ici dans mon dossier et hop, j'utilise l'outil de recherche et je fais 317, donc j'ai mon DNG que je vais copier dans mon dossier sélection, voilà, et je vais venir, avant que ce personnage apparaisse, pour avoir donc la matière, la texture de l'arrière-plan ici, et c'est le 308, donc je vais venir sélectionner ma 308, hop, et hop, pareil, je le mets dans le dossier sélection. Et là, en fait, donc avec Photoshop, eh bien, je pourrais mélanger les deux clichés. Je pourrais donc récupérer la texture ici vide et la texture ici vide sans les deux personnages pour, vu que le modèle ne bouge pas, en fait, j'aurais juste avec un calque à venir redessiner ces deux zones pour avoir une photo sans personne dans l'arrière-plan. Donc ça peut être encore une fois un intérêt de cette technique. Aussi, il faut faire attention à la vitesse d'obturation quand on va utiliser cette technique, car vu qu'on filme, alors généralement donc la règle c'est quand on filme à 24 images par seconde, eh bien on prend le double de vitesse d'obturation pour que c'est un rendu cinématographique, c'est ce qu'on entend partout, et en fait ce rendu cinématographique est obtenu grâce au flou de bouger, au flou de mouvement qui lisse les images. Et parce que donc on est à 1/50e, donc forcément le moindre mouvement un tant soit peu rapide va flouter l'image. Et alors pour nous en utilisant cette technique, c'est pas forcément ce qui est le mieux, puisque dès que mon modèle va un petit peu bouger, eh bien ça va créer donc des rushs un petit peu flous. Donc on va un petit peu zoomer pour voir ici. Hop, là ça c'est pas un flou de mise au point parce que le modèle ne bouge pas dans le plan focal, mais tout simplement un flou de bouger. Donc quand on utilise cette technique, et là je l'ai pas fait, méchant Vincent, eh bien il faut donc utiliser une vitesse la plus rapide possible pour vraiment détacher chaque image. Alors là aussi avec ce rush, donc on va pouvoir étudier quelque chose qu'il faut faire quand vous avez des shoots avec des modèles, c'est vraiment lui demander de bouger la tête de droite à gauche, et vous devez avoir l'œil collé dans le viseur ou sur l'écran pour voir vraiment quel va être son bon profil, comment on va rendre son visage par exemple. Quel est le côté qui est le plus photogénique. Et par exemple cette technique va nous montrer que, alors ici moi j'aime un peu moins le menton, voilà. Ici j'aime un peu moins le regard, etc. Et donc c'est vraiment tourner, alors autant le modèle va devoir tourner la tête devant vous, autant vous devez tourner physiquement autour en gardant l'œil dans le viseur, et faites ça un petit peu dès le début pour voir vraiment quel est le meilleur angle de prise de vue. Alors encore une fois avec cette technique qui est un peu magique, eh bien il suffit qu'elle tourne la tête et qu'après nous tranquillement on sélectionne l'image qui nous plaise le plus. Mais sinon en photo, donc il faut faire attention à ça. Le mieux pour éviter de manière encore plus efficace le flou de mouvement, c'est de shooter, de filmer sur trépied. Tout simplement parce qu'on a vu que le mouvement du modèle introduisait du flou de bouger, du flou de mouvement, mais nous aussi en fait, en tenant la caméra, en se déplaçant, eh bien on va ajouter une variable flou, alors que si on est sur un trépied, il suffit de faire la mise au point une fois, et après, eh bien vu que la caméra est fixe, on supprime une des variables de flou, et donc on a beaucoup plus de plans qui sont nets, tout simplement. Donc on peut vérifier ici, hop. Donc là, vu que nous on bouge plus du tout, eh bien il y aura juste les mouvements du modèle, et ça c'est à faire généralement quand la lumière tombe et qu'on est obligé de descendre dans les vitesses d'obturation pour avoir tout simplement une image bien exposée. Un autre exemple où on va voir en fait que même si le cadre ne bouge pas et que le modèle ne bouge presque pas, eh bien finalement il y a des petits détails qui vont faire qu'une pose va être esthétique ou non. Et c'est vraiment dans la subtilité. Il y a une citation que j'adore et qui dit que Dieu est dans les détails. Et c'est vrai. Alors, on va voir ici, voilà, donc le modèle ne va presque pas bouger, suivant l'orientation de sa tête, l'orientation de ses cheveux, hop, comment elle va placer ses jambes, etc.
Voici ce fameux mouvement intermédiaire. Voilà, donc là, ça par exemple, c'est pas esthétique. Voilà. Donc ce moment-là où sa main est posée, donc la position A est esthétique, la position B, si on dit qu'elle se termine ici, c'est esthétique, mais entre les deux, ça c'est pas beau. Voilà. Et c'est vrai que quand on prend la photo, le cliché, eh bien parfois on peut capter ce moment-là et c'est pas très intéressant et c'est dommage. Donc voilà, finalement, là le modèle ne bouge presque pas, on lui demande d'évoluer comme il souhaite, en tout cas ici, et c'est les micro-mouvements qui vont faire que la pose va être intéressante. Alors aussi, c'est vrai que les cheveux au vent, c'est le pire ennemi du retoucheur. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon pire ennemi. C'est-à-dire que les cheveux viennent, passent comme ça devant le visage, c'est pas forcément esthétique. Et l'avantage avec cette technique, donc, eh bien, c'est qu'on peut avoir un moment où les cheveux ne passent pas, par exemple, devant la bouche, une frame qui va être un peu plus intéressante. Alors, si on zoome un peu, voilà, donc là, on va voir que c'est un peu plus intéressant. C'est vrai que si le cheveu passe là, c'est vraiment pas esthétique parce qu'en plus, il y a un contraste entre la couleur du cheveu et le reflet, la spécularité sur le menton. Donc voilà, hop. Et c'est des tout petits détails qui vont faire que là, par exemple, là, ça va être une pose beaucoup plus intéressante que ici. Et bon, après, voilà, hein, ça, il faudra retoucher tout ça. Mais comment capter, en fait, ces tout petits moments eh bien, soit si on a un regard donc, qu'on a beaucoup expérimenté, donc, notamment par le biais de différentes techniques, soit parce qu'on a de la chance, soit en utilisant cette technique qui nous permet vraiment de capter tous les instants. Si vous doutez encore de l'importance de filmer en RAW avec Magic Lantern par rapport au format de base de Canon, je vais vous montrer donc un rush qui a été pris dans une situation d'exposition similaire, une situation de lumière similaire. Et donc là, c'est en H264, donc le format de base, c'est-à-dire quand vous avez un Canon mais que vous n'avez pas installé Magic Lantern, que vous n'avez rien fait dessus, que vous appuyez tout simplement sur le bouton Rec. Et encore, pour les connaisseurs, là j'ai utilisé le profil d'image CineStyle, donc qui décontraste un maximum pour éviter justement d'avoir des hautes lumières qui soient brûlées dans une situation de forte dynamique. Par exemple là, alors c'est pas un total contre-jour, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre l'intérieur des colonnes et le ciel. Et là, on voit tout simplement le rush est absolument inexploitable. Enfin, tout est brûlé, la peau est lisse. Et ça, c'est c'est une particularité des DSLR, donc des boîtiers photo qui filment, qui lissent énormément la peau, qui lissent énormément les détails. Et là, si je zoome, par exemple, si je vais à 150%, là, c'est horrible. Enfin, il n'y a pas de détails, même avec Photoshop, mais en travaillant la matière pendant des heures, je n'arriverai pas à avoir un résultat qui puisse être comparé à une photo typique en CR2, par exemple. Et là, en plus, pour extraire l'image de la vidéo, donc c'est pas du tout un DNG, je vais devoir faire une prise d'écran. Alors, il y a un raccourci dans Premiere, c'est CTRL-MAJ-E. Et par exemple, là, voilà, je vais pouvoir choisir un format d'image. Mais même si je mets du TIFF, en fait, c'est tout simplement une prise d'écran de ce que je vois dans le moniteur ici, en échelle 100%, et ça va être horrible, quoi. Il n'y a rien de pire qu'une prise d'écran, c'est-à-dire on va rien pouvoir retoucher dans Photoshop, je vais même pas pouvoir récupérer cette haute lumière, enfin ça va être horrible. Donc alors certes, avec Magic Lantern, c'est un peu plus compliqué, il y a vraiment un workflow particulier, des étapes à suivre, et c'est plus lourd, mais là, par exemple, cette technique ne marche pas du tout en vidéo. Alors qu'à contrario ici, donc ça c'est un rush en RAW dans le même endroit avec les mêmes situations de lumière et d'exposition, et bien voilà, j'obtiens ça, un rush beaucoup plus piqué, je vais pouvoir zoomer énormément sans perte de qualité. Alors là encore, eh bien c'est quand même du 1920 par 1080, Magic Lantern, mais vous pouvez pousser maintenant avec les dernières versions, donc jusqu'à du 4K même. N'hésitez pas à voir la vidéo sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée. Et voilà, là on a de la latitude, quoi. Il n'y a rien qui est brûlé, il y a du détail dans les cheveux, même dans le rouge à lèvres ici. Et puis en plus, on va pouvoir étalonner tout simplement comme un RAW normal, quoi. Prenons cet autre rush comme exemple. Alors, voyons. Là, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu la main posée. Là, ça peut être intéressant. Là, par exemple, on a quelque chose de bien. Voilà. Pareil. La lumière, une fois que le soleil se couche comme ça rend généralement très bien, surtout avec l'eau qui sert de réflecteur naturel. Ça fait une couleur sur les cheveux qui est assez incroyable. Alors là, elle a trop de cheveux devant le visage. Alors généralement, ça c'est donc vers la fin du shoot. Même à la fin du shoot. Les cheveux, ça commence à être le bordel. C'est pour ça, pensez bien à porter une brosse au minimum, pour vous éviter des heures de retouche que vous n'avez pas méritées. Là, on a l'auriculaire qui est un petit peu trop écarté de la main.
Ok, là le placement, ça m'a l'air bien. Peut-être le bras aussi est placé bizarrement, un peu trop avancé. Vous voyez, là, le posing, c'est vraiment de la subtilité. Donc là, on en est à la 399. Donc je viens, hop, taper ça. Alors ça demande un peu de temps supplémentaire par rapport à un shooting normal, c'est sûr. Mais si on veut bien faire les choses de toute manière, ça prend plus de temps. Alors là, je préfère la position de la main, mais pas la position des cheveux. Après, je me dis, est-ce que je vais pouvoir retoucher ça? Voilà, il faut juger. 421. Alors à chaque fois, je passe la fenêtre de l'autre côté, en fait, parce que j'ai un deuxième écran, ce qui est bien pratique. Et du coup, vous ne le voyez pas sur la capture vidéo, c'est pour ça. Ok, hop. C'est comme ça. Alors là, les cheveux placés comme ça fait bizarre. Clairement, voilà, je sais qu'il va venir les retoucher un petit peu. Hop. Ouais, non. Ah, peut-être. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on prend des photos, quand le modèle entend l'obturateur qui se déclenche, eh bien, elle va se mettre en mode modèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle va être en mode je suis conditionné parce que l'objectif me regarde. Et généralement, il y a les petits laps de temps qui précèdent la prise de vue et qui sont après aussi la prise de vue, c'est-à-dire qu'une fois on a fini, où le modèle se relâche complètement. Et là, par exemple, c'est un exemple typique, genre là, elle en avait un peu marre et tout, et hop, c'est fini. Voilà, par exemple. Vu qu'on n'est pas en train de shooter, le modèle ne sait pas quand ça s'arrête. Pareil, j'ai désactivé le bip du bouton record sur le 5D. Du coup, elle se rend pas compte en fait quand ça a commencé, quand ça a commencé, je lui dis, mais pas quand est-ce que ça finit. Et du coup, on peut capturer des émotions qui sont différentes, hein, pas forcément plus vraies ou moins vraies, mais différentes aussi. Et puis pour être bon en posing aussi, il faut apprendre donc à décomposer les actions véritablement, comme je le disais tout à l'heure. Alors c'est vrai que moi, donc j'ai fait de la 3D avant, si vous voulez, et donc du coup il fallait animer manuellement les personnages, donc avec des squelettes virtuels, etc. Et donc on apprenait vraiment à décomposer les mouvements. Et c'est vrai que donc cet exercice permet aussi de capturer donc une véritable palette d'expressions. Et on peut donc ainsi voir en temps réel, tranquillement chez soi, tout ce qui décompose une action. Par exemple, simplement le fait de sourire. Alors on va dans ce plan avancer un petit peu. Hop. Voilà, donc là, elle commence l'amorce du sourire. Et là, on va se demander finalement quand est-ce qu'on prend la photo, quand est-ce qu'on arrête l'image dans ce cas-ci. Donc voilà, là, on commence l'amorce du sourire. Là, elle s'arrête. Hop, puis on voit vraiment tous les muscles du visage qui vont s'actionner pour sourire. Quel est le moment clé, en fait? C'est ça. Et cet exercice nous permet, justement, avec cette technique, de réfléchir à comment décomposer les actions, les mouvements, pour obtenir une pose vraiment la plus parfaite, qui soit la plus parfaite possible. Pareil, là, voilà, ça. Et puis, ça va être la fin du sourire. Est-ce que c'est intéressant d'avoir juste un sourire en coin, etc. Voilà. Et quand, par exemple, on est... donc cet endroit, cette condition de lumière, cet angle et tout, était vraiment intéressant et je savais qu'il y aurait un fort potentiel, il ne faut pas hésiter donc, à faire des photos ou à filmer, du coup, longtemps pour vraiment avoir un grand... un panel d'émotions, un panel d'expressions qui soit le plus large possible pour pouvoir après choisir sur l'ordinateur, puisque c'est ça aussi une des forces du numérique. Donc une fois qu'on a fait toute cette petite sélection, on voit par exemple qu'ici sur un shooting, donc j'ai eu 145 images, 145 photos, ce qui est à peu près la moitié de ce que je fais d'habitude quand j'utilise la technique traditionnelle de prise de vue, c'est-à-dire sans filmer. Mais ça va être des photos donc, qui vont être beaucoup plus qualitatives, puisque j'ai déjà fait une première étape de sélection. Donc voilà, vu que c'est des DNG tout classiques, il suffit de venir les glisser, déposer dans Lightroom et les importer. Et après, on va faire exactement finalement le même workflow que l'on utilise normalement. Alors, ça peut apparaître comme ça un petit peu moche, un petit peu corrompu, mais tout va s'arranger une fois importé. Voilà, on voit ici que les photos se rafraîchissent. En fait, c'est qu'il n'arrive pas à charger le petit aperçu qui est généré normalement par les CR2 tout simplement. Donc là, on va retrouver toutes les images avec l'étalonnage, justement, le pré-étalonnage que j'aurais fait déjà dans Photoshop. Voilà, alors finalement, cette technique nous ouvre de nouvelles perspectives. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura ouvert de nouvelles perspectives, de nouvelles manières d'appréhender les shootings avec les modèles, tout simplement. Parce que oui, c'est sûr, on rêverait, quand on est avec un modèle, de prendre tous les instants, finalement, en photo pour pouvoir après choisir tranquillement chez soi quelle est la photo parfaite, que l'on considère parfaite. Voilà. Après les limites de cette technique, c'est vrai que ça impose un workflow beaucoup plus lourd, ça impose de bien maîtriser Magic Lantern, et puis ça impose aussi que ça va être des photos à la fin qui vont faire 1900 par 1080, où on peut monter un petit peu en résolution, mais là ça devient vraiment compliqué aussi.
Et donc pour faire du tirage, c'est un peu moins simple, mais pour tout ce qui est exposition internet, ça fait vraiment bien le travail. À tel point que je vais vous montrer d'ailleurs sur mon site, tout simplement, dans mon portfolio, qu'est-ce qui a été réalisé avec cette technique, donc en filmant et en faisant pause, et qu'est-ce qui a été photo classique. Alors là, c'est de la photo classique aussi, et ça, voilà, donc ça, c'est fait avec Magic Lantern. Donc on voit qu'il y a quand même un piqué incroyable, quoi, et qu'on dirait que c'est une photo, enfin quand elles sont noyées en fait entre deux photos classiques, eh bien on dirait tout à fait que ça passe, quoi. Et voilà, donc photo classique, photo fait avec Magic Lantern, pareil, c'est pour avoir cette expression, j'ai filmé, j'ai arrêté vraiment le temps quand je voulais. Classique, Magic Lantern aussi, classique, Magic Lantern, hop, ça c'est du classique, ça c'est du classique aussi, ça c'est Magic Lantern, pareil. Classique, Magic Lantern. Donc, il y a carrément une photo sur 3, c'est Magic Lantern. Donc, pour vous dire que cette technique, j'utilise depuis longtemps et pour vous dire qu'elle est efficace. C'est du classique. Alors, tout ce qui va être par flash, du coup, c'est impossible, bien sûr, de filmer et de capter l'éclair, puisqu'en plus, vu qu'on descend à des vitesses d'exposition basses, eh bien, on va avoir la moitié de l'image cramée, etc. Donc, c'est pas possible en flash, mais on peut détourner cette utilisation tout à fait en studio, puisqu'on peut utiliser la lampe pilote des boîtes à lumière, tout simplement, pour pouvoir filmer. Voilà, il suffit juste que votre appareil photo soit un petit peu sensible, et ça fait le taf. Et d'avoir un objectif qui ouvre pas mal. Normal, hop, normal, Magic Lantern, hop, normal, Magic Lantern. Comme quoi, il y a beaucoup de photos finalement qui ont été réalisées avec Magic Lantern, carrément 1 sur 3, et pourtant, eh bien, je les ai mis dans mon portfolio. Alors si vous voulez encore une fois aller plus loin, parce que c'est vrai que déjà le tuto dure longtemps, et il y aurait tellement de choses à raconter sur Magic Lantern, pour arriver aux étapes que je vous montre dans ce tuto, il faut d'abord installer Magic Lantern, apprendre à décompiler, à traiter les fichiers qui sont dans un format propriétaire, qui est assez compliqué au départ à comprendre, à cerner. Et donc c'est vrai que sur le web, en fait, il y a plein d'infos un peu éparpillées partout. Alors ça va pas forcément être en français, pas forcément bien expliqué. Et donc moi j'ai essayé vraiment l'année dernière donc de faire un tuto, un énorme tuto pour tout rassembler, rassembler tout ce qu'on peut trouver de façon logique, de façon claire, précise. J'ai essayé de le faire, qu'on puisse comprendre, que n'importe qui puisse comprendre, finalement, que même un débutant puisse se mettre à Magic Lantern, tellement ça ouvre le champ des possibles, tellement ce logiciel peut apporter et doper la qualité de votre boîtier et de vos images. Alors pour ce faire, il faut juste aller sur mon site et aller dans l'onglet Formation. Et voilà, donc il y a une multitude de tutos que j'ai fait. Et donc voilà, c'est ça, la Magic Lantern, la formation complète, plus de 6h30. Voilà, donc du coup, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de faire des tutos YouTube de 6h30. Et là, vraiment, je vous explique tout pas à pas. Donc il n'y a pas que du tout, il n'y a pas que cette technique, il y a énormément de choses en termes de post-production, en termes de correction d'image, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre mon Instagram, parce que voilà, je mets plein de choses, je mets à peu près une publication par jour, ça peut être intéressant. Et puis j'essaie de faire le rigolo, hein. Et aussi c'est le moment market, c'est le moment pub. N'hésitez pas à aller voir mon SoundCloud. Donc j'ai lancé il y a vraiment pas longtemps. Après je sais pas quand vous allez voir cette vidéo, s'il y aura d'autres podcasts d'ici là ou pas. Mais j'ai lancé vraiment, donc les podcasts, ça m'intéresse, c'est un autre format. On va parler ensemble, enfin je vais parler, et vous pouvez commenter bien sûr et interagir, vous allez pouvoir m'écouter souvent pendant 20 minutes à peu près sur des sujets différents, qui parlent pas que de photos, qui parlent aussi d'efficience, d'optimisation du temps, de développement personnel, etc. Où j'essaye vraiment d'aller en profondeur avec ces podcasts et d'expliquer ma méthodologie de travail, ma méthodologie de vie au quotidien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu encore une fois. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!